Bonjour, je suis avec Daniel Ouellette, inspecteur en bâtiment de chez Québec Spec. Bonjour Daniel. Bonjour André. Daniel, aujourd'hui, j'aimerais parler de cas problématiques qu'on entend souvent parler, vermiculite, ocre ferreuse et radon. Alors, je pense que tu vas être là pour... tu vas pouvoir nous démystifier là, ces trois causes-là. La vermiculite, en premier. Bon, la vermiculite, c'est un isolant qui était vendu dans les années 50 jusqu'aux années 70 environ. Même dans les années 80, il y en avait à travers les quincailleries au Québec. Oui. Et puis, c'était les propriétaires de maisons qui installaient ça eux-mêmes, surtout dans les entretoits. Et puis, ça pouvait aussi descendre ou aller dans les murs de bâtiments. OK. Le problème avec la vermiculite, c'est qu'il y a une certaine quantité de vermiculite vendue au Québec qui contenait de l'amiante dedans. Et puis l'amiante passe un produit qui est nocif pour la santé, donc il faut absolument faire un test ou un échantillonnage sur la vermiculite pour savoir si l'amiante est présente dedans, oui ou non. OK. Donc, si l'amiante est présente, en principe, ça serait peut-être bon de l'enlever. Si c'est présent dans l'entretoit seulement, c'est moins problématique pour la santé parce qu'il n'y a pas d'espace ou il n'y a pas d'ouverture dans l'entretoit puis la maison elle-même. Donc, dans l'entretoit, c'est vraiment pas considéré un gros problème. Mais par contre, sur la revente de la propriété, ça peut devenir un problème. Il peut y avoir une diminution de la valeur de la maison. Parce que plus qu'on avance dans le temps, plus que le terme amiante devient tabou, si on veut. Et puis le monde commence à avoir peur de ça de plus en plus. Parfait. Donc, c'est pas une mauvaise idée d'éventuellement s'en débarrasser. Puis c'est quand même toute une procédure là, pour enlever l'amiante. Surtout dans les entretoits, ça peut être coûteux, mais dans les murs, c'est encore... C'est quelque chose. C'est encore pire, oui. Maintenant, quand on parle d'ocre ferreuse, bon, on a un secteur, la région de l'Estrie, on remarque qu'on a de plus en plus de cas d'ocre ferreuse. Qu'est-ce que c'est? Bon, finalement, l'ocre ferreuse, c'est de plus en plus de cas, oui, mais ça a toujours été là. Oui. Mais c'est que je pense qu'on commence à être plus connaissant sur la problématique. Donc, l'ocre ferreuse, c'est une bactérie qui vit dans les drains français. La raison qu'elle vit là, parce que ça prend la présence de trois substances, l'eau, l'air et puis le fer. OK. Et puis, souvent, dans les drains français de bâtiments, on va les retrouver, ou dans les drains périmétriques, on va trouver ces trois éléments-là. Et puis, s'il y a la présence de la bactérie elle-même, elle va commencer à survivre là-dedans ou à s'étendre. Oui. Et puis, jusqu'au point que ça forme une consistance comme une gelée de pomme. Moi, je compare ça à une gelée de pomme. OK. Et puis, ça bouche les drains français. Une fois que les drains français sont bouchés, bien, l'eau, on n'est plus capable de se débarrasser de l'eau alentour de périmètre de la fondation. Donc, ça peut avoir des problèmes, parce qu'il va y avoir des infiltrations d'eau à travers les fondations. Normalement, c'est plus représenté par l'infiltration d'humidité ou la présence d'un excès d'humidité dans la fondation plus qu'une infiltration d'eau. OK. Par contre, une infiltration d'eau, c'est aussi possible. La seule façon de le savoir, bien souvent, c'est d'aller faire une vérification par caméra des drains, soit à travers d'une fosse de captation qui est déjà présente, ou en faisant une excavation extérieure pour aller chercher les drains. Donc, c'est à peu près la seule façon. Puis on le voit bien dans les drains quand il y a de Oui, on le voit très bien. Souvent, si on a une fosse de captation, on le voit très bien aussi. Oui. Et puis, bien, après ça devient une problématique de savoir comment gérer ça, parce que ça peut être quelque chose qui est facile à gérer si c'est pas trop sérieux. Si c'est un cas qui est très sérieux, ça peut être plus un problème après ça, peut-être jusqu'au point qu'il faut refaire les drains français dans le tour du bâtiment. Au complet. Puis ce qui arrive aussi, cette bactérie-là, elle peut être transportée lorsqu'il y a de l'excavation, on va chercher de la terre à un endroit, j'imagine qu'on peut... On peut retrouver ça surtout dans la construction neuve, où il y a un remblai qui vient d'un autre... un secteur où il y aurait pu avoir la bactérie. Oui, c'est ça. Puis là, on introduit la bactérie dans ce secteur-là. Ça se pourrait qu'une maison est là, puis deux voisins plus loin. Il n'y en ait pas. Ouais, exactement. Maintenant, le radon. On entend aussi de plus en plus parler. Qu'est-ce que c'est le radon? Bien, le radon, finalement, c'est un gaz qui vient du sol, qui est inodore, incolore et puis radioactif. Donc, le terme important ici, c'est radioactif, parce que la plus grosse cause ou le problème de le radon sur la santé, c'est la deuxième plus grosse cause du cancer du poumon après la cigarette. Après la cigarette, oui. Donc, c'est estimé qu'à peu près 16 à 17 des cancers de poumon au Canada sont dus au radon. Très dur, OK, parfait. Donc, le radon vient du sol, c'est présent partout au monde, il n'y a pas de place qu'il n'y en a pas. Mais qu'est-ce qu'il faut se rassurer, c'est qu'on est en dessous des limites établies par Santé Canada.
Et ça se mesure, c'est un peu technique, ça se mesure en becquerel par mètre cube. La limite canadienne, c'est 200 becquerels par mètre cube. Puis normalement, si on est en bas de ça, Santé Canada ne considère pas que c'est un problème. Si on est en haut de ça, il faut faire installer des systèmes d'atténuation de radon. C'est une espèce de système de ventilation qui va évacuer l'air à l'extérieur. Exact. On fait de l'évacuation de l'air sous la dalle de béton. Donc, on va chercher le gaz sous la dalle de béton avant qu'elle pénètre dans l'édifice, puis on l'envoie à l'extérieur. Ça, dans le fond, pour savoir si on a du radon, c'est encore un test? Encore un test, oui. C'est un test typiquement recommandé, un test de 3 mois. Dans une situation de vente immobilière, on va aller jusqu'à un 5 à 7 jours pour faire un test. Ça peut être représentatif, mais pas nécessairement, comment je pourrais dire, valide. Parce que le problème avec la radioactivité, parce que le radon, c'est ça, c'est un produit réactif, on mesure tout ça, c'est basé sur une échelle d'1 an. OK. Parce que c'est l'exposition d'1 an qui est important pour le corps. C'est comme ça se fait. 3 mois en hiver, c'est représentatif parce que la maison est fermée. Oui. Donc, les gaz ont plus tendance à s'accumuler dans le bâtiment. Mais, donc, c'est ça. Dans une situation de vente immobilier, on peut faire un test de 5-7 jours. Ça va donner une représentation. Ça va donner une idée à peu près. Si on est à 600, 800, on sait qu'il est élevé. Donc, quand c'est sur la limite que ça devient un problème, ça va devenir difficile à identifier si c'est plus haut, oui ou non, que la limite sur 5-7 jours. Je pense qu'aux États-Unis, maintenant, c'est obligatoire quand on achète une propriété. Dans plusieurs des États aux États-Unis, c'est légiféré où il faut qu'ils fassent des tests de radon lors de la vente d'une propriété. Oui. On est loin de là au Canada. Oui, mais on a quand même de plus en plus... de demande. Justement, le mois de novembre qu'on est dedans présentement, c'est le mois du radon au Canada. Oui. Donc, c'est pour faire la sensibilisation du radon à travers le pays. Donc, il y a beaucoup d'annonces à travers la radio, la télévision, pour informer les gens sur la problématique du radon, justement. C'est bon. Merci, Daniel, d'avoir répondu à ces questions. Si vous avez besoin d'autres informations, vous pouvez nous contacter. Nos numéros sont là. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Merci, André.